Bonjour, messieurs, dames. Alors, je vais présenter cette initiative de cycle de vie du pneu et des CITAC sur rendre l'analyse du cycle de vie et le management du cycle de vie pertinent à travers le monde. Et cette initiative a commencé déjà en 2002. Alors, ça fait bientôt l'année prochaine 10 ans qu'on essaie de promouvoir. Et là, maintenant, vraiment, on est très content de voir tant d'activités qui vraiment essayent maintenant de l'implémenter, de mettre en œuvre cette approche d'une manière beaucoup plus pertinente qu'avant dans différentes parts du monde. Je vais continuer à parler en français, je crois, parce que j'ai vu qu'il y a vraiment la plupart des gens, je regarde un peu la liste des participations, et de la France, ou de Belgique, ou Suisse, probablement aussi francophone. Alors, je vais parler un peu plus lentement, et je ne vais pas peut-être pouvoir entrer dans tous les détails, mais je préfère parler la langue de plus de vous. Alors, je vais d'abord introduire l'économie verte, le concept qui va maintenant être discuté à Rio l'année prochaine. Et l'aspect d'efficacité d'utilisation de ressources. Après, voilà, l'initiative de cycle de vie. Et je vais présenter les principes directrices globales sur les bases de données, l'inventaire de cycle de vie. Et après, sur l'aspect de vraiment évaluer la durabilité sur le cycle de vie. Et après la gestion du cycle de vie, et qu'est-ce qu'on a fait sur la mise à niveau international. D'abord, alors, le concept de économie verte, green economy, c'est vraiment le concept pour montrer dans le développement durable qu'il faut regarder les aspects de l'environnement dans un concept de changer vraiment le système de comme on fait en ce moment l'économie. C'était aussi déjà introduit par vous dans l'introduction. Et c'est vraiment, mais ça inclut l'aspect de bien-être et de l'équité sociale. Et c'est très important dans le contexte de l'économie verte, c'est que l'investissement se fait dans la production et consommation plus durable, et c'est vraiment l'aspect des industries de faire cet investissement dans la recherche et dans aussi les produits plus verts dans le futur, et là, l'ACV peut jouer le rôle. Et ici, les différentes priorités du PNUE, vous voyez d'abord le changement climatique, après toute la question des produits chimiques toxiques, les déchets, la gestion des écosystèmes, et aussi la question des services, écoservices, la question des conflits, et la gouvernance environnementale, un grand sujet qui va être discuté, comme je dis, l'année prochaine à Rio. Et après, il y a cet aspect qui s'appelle l'utilisation efficace des ressources et la consommation et production durable. Et là, c'est spécialement que l'approche cycle de vie est très importante. Et en fait, la définition de l'aspect de l'utilisation efficace des ressources par les pneus dans son stratégie dit directement, c'est la minimisation en fait de l'impact sur l'environnement pour toute l'utilisation des ressources à travers cette cycle de vie. Et maintenant, alors, l'initiative du cycle de vie, qui est un partenariat entre le gouvernement, l'industrie et le monde académique pour mettre en œuvre les approche scientifique, comme Bonnie a mentionné, et de le mettre pertinent à niveau mondial. On a un réseau d'à peu près plus de 2000 individuels, et on travaille avec CITAC, comme Jean-Jean a introduit. C'est très tôt qu'ils ont mis un code of practice sur RCV. Alors, c'est le réseau d'experts avec qui le PNUE coopère pour voir comment promouvoir ce concept qui est vu très important dans le contexte du développement durable. Et on dit que voilà, le PNUE apporte l'approche du gouvernement et il a aussi une capacité de dissémination globale et CITAC et la science. Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette initiative?
voilà, il y a ensemble avec l'accès à ce groupe d'experts, des gens intéressés, arrive la possibilité de promouvoir des exemples de bonnes pratiques et aussi d'arriver à avoir un consensus international sur certains sujets et de le disséminer aux différentes parts du monde. Il y a des partenaires de l'initiative qui ont dit en anglais, c'est un one-stop shop for life cycle approaches. Alors les objectifs dans cette phase 2 qui est maintenant depuis 2007 jusqu'à l'année prochaine est 3. Une est vraiment le développement des capacités. On a vu d'abord qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'experts en ce moment. Alors, pour vraiment que toutes les entreprises puissent l'utiliser, il y a un grand besoin de mise en œuvre de connaissances. Après, il y a la question sur les méthodologies et l'accès aux données. Et là, un consensus international sur ces questions. Et après, un aspect de promotion que les différents acteurs comprennent la valeur ajoutée de l'approche de cycle de vie. La phase en ce moment est basée sur, au centre, il y a la gestion de cycle de vie qui vraiment fait une différence. Après, il y a la partie à gauche qui est plus les questions de méthodologie. Et à droite, vous avez la partie de développement des capacités. Et vous avez l'aspect que voilà, les ressources qui sont transformées. Et après, il y a ce qu'on appelle en anglais le consumption clusters qui sont très importants comme la mobilité, les appartements, l'alimentation et aussi des autres produits de consommation. Et maintenant, je voudrais vous présenter notre plus nouvelle publication qui vient en fait d'être imprimée. On a le fait livré ici. Vous avez des exemplaires ici et dehors. Ça, c'est le Global Guidance Principles for Life Cycle Assessment Databases. C'était un travail de 2 ans, mais le processus, en principe, il a commencé déjà en 2007 parce qu'on avait des grands problèmes pour faire un manuel pour dire en fait comment agréger et collectionner des données dans les pays en voie de développement, même sur des questions de système énergétique, parce qu'il y a tellement d'approches différentes et dans le monde et on n'a pas arrivé à avoir un manuel de consensus par les experts. C'est pour ça en 2009, il y a un processus qui a été lancé à Boston, qui a pris 2 ans et avec plus de 10 consultations multi-stakeholders et un workshop d'1 semaine dont je vais vous parler et qui était guidé par un groupe de 12 membres de différentes parties du monde, de différents aspects, industrie, académie et gouvernement. Alors, c'était un workshop qui a eu lieu cette année en février au Japon et avec 48 participants. Et là, on a eu une balance, un équilibre entre ces gens-là qui sont des experts de production de données et ceux qui l'utilisent. Ça, on a bien vu aussi dans les autres présentations avant que c'est très important qu'il y a des choses qui sont produites mais qui correspondent aux besoins de l'industrie. Et là, on a utilisé l'approche de CITAC, ce que c'est un Pelston Process. Et voilà, et on est arrivé avec cette publication qui a maintenant regarde de la manière pourquoi ils sont importants, ces principes, comment on développe des données pour le vue de procédés d'unité, pour les procédés unitaires, des développements des données agrégées, la documentation, des données et leur récession et leur gestion, et aussi l'approche adaptive, ça veut dire, parce que là, c'était très intéressant que vous avez mentionné, en France, il y a maintenant une initiative pour créer une base de données sur les produits alimentaires, parce que les bases de données en ce moment, en fait, ne considèrent pas beaucoup ces aspects. Alors, il y a des autres approches qui sont nécessaires, avec une beaucoup plus importante variation géographique qui sont ici traitées dans cet chapitre Adaptive Approaches. Après, une partie très importante pour le PNUD à niveau international, c'est la coopération et voilà
la création de capacités. Et après, on a regardé qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans le futur. Et on voit que le changement et le développement rapide des systèmes de connaissances et du monde de l'information et communication fait aussi que toute cette question de base de données de l'analyse de vie, il faut s'adapter à ce nouveau développement. Voilà, qu'est-ce qui sont maintenant les recommandations? Voilà, et c'est très clair que la collection des données est une phase critique pour toute la crédibilité des données. C'est très important d'avoir une transparence maximale quand possible. C'est très important la documentation des données et la restitution et la différenciation. Et on a différencié ce qu'on dit qui est vraiment des bases de données et ceux qui sont plutôt des registres de données. Alors il y a une différenciation de qualité. Comment on peut qualifier qu'est-ce que c'est une base de données. Après, il y a cette approche adaptative dont j'ai déjà parlé. Et aussi, on voit que c'est important d'anticiper des nouveaux développements au niveau de gestion d'information. C'était alors cette publication qui est la plus récente qu'on a imprimée. C'est pour ça que je me suis permis d'aller un peu plus en détail. Après, j'ai regroupé plusieurs autres activités sur la question, voilà, towards a life cycle sustainability assessment. Alors, d'abord, comme il y avait déjà mentionné par Jean-Jean, il y a toute cette question, il y a plein de différentes catégories d'impact à différents points dans la chaîne d'impact. Et nous, on a, au début de la première phase de l'initiative, on a mis ça dans un cadre qui était publié dans le journal International Journal of LCA. Et ça a été toujours pris comme une référence importante dans ce travail sur l'évaluation d'impact du cycle de vie. Et un autre aspect très important dans le domaine de l'analyse du cycle de vie pour l'évaluation d'impact, c'était les aspects de toxicité, comment on peut le considérer. C'était aussi mentionné par Bonnie comme un défi. Alors, la proposition en ce moment, c'est cet outil UseTox qui essaie de mettre ensemble les différents aspects et modèles qui existaient pour pouvoir avoir une référence qui est maintenant inclue de plus en plus dans les softwares de l'ACV comme référence pour pouvoir inclure d'une manière de consensus les aspects de toxicité qui ne sont pas de la même manière quantificables comme les aspects d'émissions d'effet de serre. Ici, les aspects de effet de serre, l'empreinte carbone, là, il y a en ce moment deux activités de standardisation. En fait, là, à droite, ce que Bonnie a mentionné, le World Business Council on Sustainable Development, WI, Greenhouse Gas Protocol, vient de se lancer et le processus du ISO est en train encore de se développer un standard. On avait des réunions avec les deux groupes pour essayer d'assurer qu'il y a les aspects des ACV bien considérés dans ces deux standards. Après, un autre aspect qui est devenu très important et qui commençait avec un groupe de travail dans cette initiative, c'est les aspects d'utilisation d'eau et comment c'est considéré dans l'aspect des cycles de vie. Et là, il y a maintenant aussi, à partir de la base qui est développée ici, un processus à ISO qui essaie de développer un water footprint standard. Et on a Sébastien Humbert ici avec nous, je crois, qui est la référence là pour vous pouvoir donner plus d'informations où on est en ce moment sur le processus de ISO, sur la standardisation. Et après, voilà, ça c'est des aspects de l'environnement. Maintenant, il y a aussi les aspects de coûts et les aspects sociaux. Et sur les aspects sociaux, l'initiative a aussi fait une guide directrice
qui était la première fois essayer de donner un cadre à la manière comment comptabiliser les aspects sociaux à travers le cycle de vie d'un produit. Et c'est cette publication qui aussi Jean avait sur sa ligne de l'histoire de l'ACV, qui essaye vraiment d'avancer le sujet qui maintenant vient et part d'un triangle, comme l'aspect du développement durable. On a les trois aspects économiques, social et environnemental. Maintenant, on a la possibilité, dans le contexte d'évaluation, d'analyse de cycle de vie, de le voir les trois. Et ça, c'est maintenant l'évaluation de développement, de durabilité, de sustainability assessment. Et ça, c'est la prochaine publication qu'on est en train maintenant de finaliser en principe. Le draft est prêt et ça, c'est juste la dernière chose à faire pour regrouper les trois comme outil indépendant, mais ça permet de bien regarder les trois aspects avec un même cadre et le même système boundaries. Voilà, ça c'était maintenant l'aspect sur les impacts et comment regarder aussi les aspects des coûts et de social. Et maintenant, je reviens sur la question de gestion de cycle de vie, où on a publié ces deux publications qui essayent de démontrer comment vraiment pour les entreprises, l'aspect de cycle de vie peut être important dans leur gestion et comment on peut le faire. Le deuxième, là à droite, prend déjà l'approche maintenant de footprinting et a beaucoup de cas des entreprises, comment ils ont fait en concret. L'aspect principal ici, c'est que c'est bien de faire une analyse de cycle de vie et c'est normalement, au début, c'était fait dans un département de recherche ou dans l'appartement de environnement d'une entreprise, mais ça, vous ne faites pas de changement du produit. Alors, il faut l'intégrer dans les différents départements de l'entreprise parce qu'il faut changer la question de l'achat pour réduire certains produits, pas d'acheter des produits toxiques. Il faut changer peut-être un procédé de production. Et il faut évidemment avoir l'accord pour un investissement dans le futur du management. Et après, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui très important, c'est toute la question de marketing et de vraiment communiquer sur ce sujet. Et ça, c'est maintenant vraiment où toute cette discussion sur le Product Critical Rules devient important parce qu'il y a le standard ISO qui est vraiment sur la communication, les Environmental Product Declarations. Et l'autre aspect qu'on a vu, que là, on a pris l'expérience d'une entreprise en travaillant ici avec quelqu'un qui est à la retraite de UTC, et comment on peut aider une entreprise ou une petite entreprise ou une profit center d'une entreprise internationale d'avancer le plus rapidement. Alors, on a pris de l'informatique le système de maturity model, un modèle de maturité, où on fait un check et où on est en ce moment et comment on peut avancer pour devenir un leader ou quelqu'un qui a vraiment des compétences sur les sujets et pour accélérer l'intégration de cet aspect de l'analyse de vie et gestion de cycle de vie dans l'organisation. Et le dernier aspect, c'est qu'on a fait autour du monde, en particulier dans les pays émergents, des workshops où on a fait ce qu'on fait ici, des présentations sur l'aspect de cycle de vie et la gestion de cycle de vie, ensemble avec des cours de training souvent donnés par des experts des entreprises qui étaient volontiers de le faire le jour avant, le jour après, pour vraiment globaliser, disons, cette connaissance du cycle de vie. Voilà. Ici, je voudrais remercier tous les sponsors et les partenaires de l'initiative que vous avez sur cette page. Il y a notamment ici présent le gouvernement français, aussi Sustainability Consortium et aussi CIREC, avec des autres partenaires et aussi EPA et PRE, alors les grands experts et aussi d'autres groupes d'industriels.
Et voilà, je remercie à tous de nouveau. Et voilà, j'espère qu'on a un peu de temps encore pour quelques questions. Et si vous avez notre donnée de contact. Merci.